Eh bien, bonjour à toutes et à tous et merci de nous retrouver à l'occasion du festival Cinéma for Change qui se déroulera du 5 au 10 avril à Paris, notamment au Grand Rex et au Pâté Opéra, un festival qui propose de nombreux programmes courts, des tables rondes en direct. Alors, si vous ne pouvez pas venir en direct entre le 5 et le 10 avril, eh bien, vous pouvez retrouver comme ce qui se passe entre nous aujourd'hui sur Dailymotion et YouTube. Et vous pouvez retrouver toutes les informations pour commencer sur cinemaforchange.org. En tout cas, en ce qui me concerne, eh bien, je suis ravie de vous retrouver et de pouvoir échanger avec mes invités que vous voyez déjà et que je vais me faire un plaisir de présenter parce que ce sont des invités qui font bouger les rangs autour de notre thème de ce ciné-débat du jour, autour de l'égalité homme-femme. Alors, bonjour à Jalé Bradéa. Je commence par vous, Jalé. Vous êtes directrice diversité, projet, inclusion et égalité des chances chez Vivendi Group. Vous êtes également la rédactrice et la présentatrice du magazine citoyen Envie d'agir sur C8. C'est ça? Absolument. Merci de Merci me d'être avec recevoir. nous. Merci. Merci. Alors, à vos côtés, Sophie Vigée, directrice générale de 42, école dédiée au métier du numérique. Et vous proposez, Sophie, une formation, première formation en informatique entièrement gratuite, ouverte à toutes et à tous, sans obligation de diplôme. Et puis, c'est tout frais depuis le 22 mars 2022. Félicitations, Sophie, puisque vous avez été décorée de la médaille de chevalier de l'Ordre national du mérite. Bravo. Merci beaucoup, Nathalie. Je suis ravie d'être avec vous. Eh bien, merci d'être là, de nous octroyer ce temps dans votre emploi du temps chargé. Un homme avec nous, William Chilton. Bonjour William. Bonjour. Responsable des programmes Creatis, une plateforme d'accompagnement du groupe SOS dans les médias et la culture. Et vous allez notamment nous parler de ce très beau programme Source qui est dédié aux femmes entrepreneuses. Et enfin, je termine avec Laurence Fischer. Oh, Laurence, triple championne du monde de karaté, ambassadrice auprès du ministère des Affaires étrangères, et vous êtes fondatrice également de Fight for Dignity. Alors un très beau programme, puisque là, je pourrais le résumer à quand le sport enseigne et permet par le corps de reconnecter l'estime de soi et l'amour de soi. C'est ça? J'ai bien compris exactement ça. après nos échanges pour la préparation de ce ciné-débat. Absolument. Et en tout cas, beaucoup. voilà. Encore une fois, je suis vraiment très, très contente d'être à vos côtés. Je le disais, vous faites bouger les rangs et on va pouvoir échanger dans quelques instants tous ensemble. Dans un premier temps, je vous propose, puisque nous sommes réunis à l'occasion du festival Cinéma for Change, donc place au court-métrage et on se retrouve d'ici une dizaine de minutes pour en parler. Voici un court-métrage américain intitulé Game. Alors voilà, ce très beau court-métrage est terminé. Forcément, ça fait réagir, on a des émotions. Voilà, à chaud, qu'est-ce que ça vous inspire à tous les quatre? Je vous laisse prendre qui veut se lancer. Peut-être Laurence? Oui, merci. En tout cas, ça veut dire que tout est possible. Enfin, voilà, quand on aime ce qu'on fait, qu'on est pugnace et qu'on travaille et qu'on a du talent, c'est un message extrêmement positif et que finalement, c'est une belle leçon. C'est voilà, que malgré tout, malgré les épreuves, on peut y arriver. Donc Persévérance, volonté, détermination, c'est des mots que j'ai retirés de ce court-métrage qui ont été dits. Et effectivement, je pense que persévérance, volonté, détermination, ben, elle en a beaucoup. Et il faut en face quelqu'un qui peut accueillir aussi, qui peut entendre et donner la chance. C'est très juste. Mais le fait de l'intelligence, c'est la compétence et l'expertise du coach qui dépasse qui aussi dépasse les règles et les limites en reconnaissant d'abord le talent et la volonté de l'athlète. Bon, c'est assez exceptionnel, cela dit, ça fait rêver quand même. Bon, voilà, le cinéma est là pour ça aussi, le court-métrage également. Les autres, vous voulez réagir? Les mêmes points. Après, on retrouve vraiment les mêmes stéréotypes qu'on a dans beaucoup de domaines. Hein. C'est fou. Hein. Et justement, et même, moi, il y a un truc, peut-être, il y a des petits points, moi, je trouve ça très, très beau, je trouve ça très, très émouvant.
Mais c'est vrai qu'on se retrouve à nouveau, en effet, dans ces stéréotypes que, enfin, chez les femmes, plutôt que de faire reconnaître les femmes et d'arriver à faire monter des femmes qui sont extrêmement talentueuses, on est obligé de faire un simulacre et de faire croire qu'une femme va aller dans l'équipe des hommes, adopte les codes des hommes pour enfin être reconnue. Il y a quand même quelque chose de malheureux aussi là-dedans. Je veux dire, quand même, il y a un endroit où moi, mais c'est très beau dans l'ensemble. Mais bon, c'est une autre voie, une autre porte. Et en revanche, je reconnais en effet cette présence, enfin, la nécessité d'avoir quelqu'un qui se trouve dans l'équipe des dominants, on va dire, qui prend conscience et qui aide et qui est souvent un point d'attache qui est important. Voilà. Mais vous relevez un point, Sophie, important, et on y reviendra justement dans notre table ronde sur justement ce besoin de, ben voilà, pourquoi on lui laisse la place, elle doit en faire 2 fois plus pour prendre sa place chez les hommes, et pourquoi c'est pas directement mise en valeur dans le groupe des femmes, pourquoi pas, oui. Oui. Non, mais c'est juste que je voulais abonder un peu dans le sens de Sophie, c'est-à-dire que moi, c'est pas du tout. Oui, le film est très beau et il y a des jolies thématiques, mais il y avait un moment qui m'a un petit peu gêné, c'est qu'on dirait qu'en fait, elle avoue quelque chose et on dirait qu'elle avoue d'être une femme. Et ça m'a un petit peu gêné, surtout que je trouvais que la thématique était que. Moi, j'ai noté qu'en fait, elle n'a pas à devenir un homme, en fait, mais que la NBA, pardon, devrait être au même niveau, en fait, que la NBA. Et qu'en gros, elle n'ait pas envie de devenir un homme pour pouvoir concourir, pour être parmi les meilleurs, mais qu'en gros, on devrait avoir des femmes au même niveau, en fait, des athlètes femmes qui sont au même niveau en termes de reconnaissance que les athlètes hommes. C'est ce qui m'a un petit peu gêné. Et puis surtout, je trouvais qu'il y avait un côté un peu... On abordait d'autres thématiques, hein, bien sûr, mais je trouvais qu'on était un peu sur si elle allait dans l'équipe des femmes, c'était un échec. Et ça, je trouvais ça dommage, parce que pourquoi? J'y crois pas du tout, enfin, personnellement. Voilà. Je vous vois trépigner. Oui, parce que je comprends tout à fait ce qui est dit, mais je pense que ce qui est la force de ce mini-documentaire, et c'est aussi là où les médias ont un rôle à jouer, c'est que c'est rempli de symboles. Comme je crois Sophie l'a dit, il n'empêche, vous avez raison, bien sûr que le sport au féminin ou les équipes femmes de foot, de basket et de tout devraient être autant reconnues que le reste. Mais il y a un principe de réalité, ça commence à venir, mais ce n'est pas le cas. Et ce principe de réalité est transposable ailleurs et notamment dans le monde de l'entreprise. Il faudrait le revoir, ce documentaire, mais il est rempli de symboles. On pourrait noter quasi minute par minute des choses qui existent dans les entreprises également. Et effectivement, il y a une vraie question, c'est est-ce qu'une femme pour réussir doit être un homme? Bien sûr que non. Mais ce combat-là, il faut continuer aussi de le mener et ça va être un tout petit peu long, mais je trouvais, moi, voilà, j'ai vu beaucoup de symboles et je me suis dit, je ne connais pas très bien le milieu du sport. Nos chaînes, les chaînes de Canal en diffusent beaucoup. Ce que je vois, c'est que le football féminin prend davantage ces dernières années. Ce que je vois, c'est que j'ai un garçon fan de foot qui finalement regarde tout aussi bien des matchs de filles et je suis extrêmement fière de ça. Donc je me dis quand même, ça change, ça bouge. Et certainement que c'est grâce aussi, c'est une fiction, hein. Enfin, je pense que ça s'appelle un documentaire, mais je pense que c'est fictionnel. C'est aussi grâce à des femmes qui un jour se sont dit « je ne m'interdis rien », y compris je ne m'interdis pas de jouer dans une équipe de garçons. Et je trouvais ça très fort. Et voilà, moi, en fait, j'ai assez vite compris en voyant son physique. Je me suis dit, je crois que j'ai compris ce qui va se passer dans le documentaire. Et du coup, je remarquais ce garçon très doué au début, qui était un peu le gros dur, le caïd, qui faisait tourner le ballon, qui jouait avec, comme savent faire les mecs très doués en basket. Et je me disais, voilà, ça, c'est les mecs qui mènent le monde. Il fait tourner le gobe sur son doigt, il le fait. Et je trouvais que c'était intéressant symboliquement quand, à la fin aussi, pour faire son dernier tir, elle en a mis beaucoup des paniers qui rentrent direct. Je pense que ça porte un nom au basket. Mais le tout dernier tir, quand le coach lui dit, en gros, ça va être compliqué, mais on va le tenter, bah, ça tourne et ça tombe qu'après avoir fait au moins un tour. Et je crois que ça aussi, c'est un vrai message. Oui, comme Laurence disait, Sophie disait, William, pareil, ça va le faire, mais ça va être long. Donc, je trouve que c'est tout ce symbolique, plus certainement plein d'autres qui, voilà, en revoyant le documentaire, je suis sûre qu'on pourrait les noter. Et c'est pour ça que je trouve qu'il y a une force dans ce documentaire. Et nous avons,
Voilà, et nous avons finalement donc raison de nous retrouver aujourd'hui parce que, comme vous le disiez, il y a des métaphores à prendre qui nous rappellent ce qu'on peut vivre dans notre société, dans la vie de tous les jours aussi en entreprise. Et ça me permet d'ouvrir sur cette table ronde avec cette première question. Est-ce que vous pensez que pour réussir professionnellement, eh bien, une femme doit en faire 2 fois plus qu'un homme? Voilà, est-ce que c'est une idée révolue? Est-ce que c'est toujours d'actualité? Ou est-ce qu'il faut se transposer, se transformer en homme pour réussir dans le monde masculin? Je vais partir d'une étude qui a été faite du Harvard Business Review qui montre que les femmes ne peuvent pas se contenter d'être compétentes pour être bien vues par leur employeur. Il leur faut, en plus, paraître chaleureuses. Voilà. Donc voilà, c'est une étude qui a été faite, elle vaut ce qu'elle vaut, mais ça montre que voilà, il y a encore des choses, il y a encore des choses, et peut-être qu'effectivement le fait de nous réunir aujourd'hui, c'est planter des petites graines pour continuer à faire germer, ou apporter un peu d'eau aux graines qui sont déjà plantées. Voilà, c'est faire pousser. Et j'ai envie de commencer avec Laurence dans le milieu du sport. Là, on est vraiment, allez, on est dans le milieu du sport, on va continuer. Ça a bougé, il y a des portes qui se sont ouvertes. Mais ça s'est ouvert tardivement aussi. Oui, oui, effectivement, faut savoir, on est dans une société patriarcale. On a, on est, bon, en plus, moi, j'ai été karatéka, donc on a des attentes identitaires fortes, de dire, voilà, l'homme, c'est la virilité, la femme, c'est la féminité. On a eu accès, et j'aimerais dire par rapport à ce qu'en introduction de nos réflexions sur le documentaire, enfin, sur le film, c'est que, finalement, le sport n'est que le miroir de la société. La spécificité et qui peut-être on retrouve aussi, en entreprise, c'est que le sport, nous les femmes, et dans des sports, notamment de combat, on y a eu accès, très très tardivement. L'accès, des disciplines des arts martiaux en France était dans les années 70 et les femmes, on a commencé à faire de la compétition, de manière tout à fait inégalitaire, dans les années 80 et aujourd'hui l'évolution qu'il y a, c'est que sur une discipline individuelle, c'était intéressant par rapport au document, enfin au film, c'est qu'on travaille en mixité, mais c'est très nouveau. La mixité dans les sports de combat montre, moi j'ai fait 15 ans, j'étais 15 internationale et j'ai fait ce parcours parce que je me suis entraînée avec des hommes et en très peu de temps, globalement sur l'ensemble du sport du sport, on a eu accès tardivement au haut niveau à la compétition. Ça veut dire qu'on a eu accès à des infrastructures, à des compétences, à une capacité de pouvoir s'exprimer, d'augmenter notre niveau de compétences, techniques, physiques, et bon, aujourd'hui, on travaille beaucoup sur l'aspect mental globalement, mais que très tardivement. Donc ça, c'est déjà qu'il faut tenir compte de ce fait, plus le fait aussi de nos spécificités, qui sont liées et là, on se retrouve aussi totalement en entreprise, qui sont liées ben, au fait de donner la vie, et de la considération, voilà, des choix qu'on est obligé de faire, encore plus dans le sport parce qu'on n'est pas accompagné, parce on manque de connaissances sur la spécificité, de la grossesse et plus spécifiquement parce qu'on travaille avec notre corps, je parlerai des menstruations, voilà, ou des choses dont on a besoin de maîtriser pour performer. Donc voilà, je veux dire, ça c'est aussi un point important dans le sport, et puis tout ce qu'on a vu aussi dans le film, tous les a priori, les préjugés, évidemment qu'on les retrouve, en entreprise et que, on est contrainte et que, même si ça va mieux parce qu'on a augmenté notre niveau, de compétences, on n'a toujours pas accès aux postes à responsabilité. Enfin, la gouvernance du sport français, majoritairement, sont des hommes. On a très peu d'entraîneuses, on dirait entraîneurs d'ailleurs, ou sélectionneuses, parce que ça fait moins, ouais, il y a des termes quand même aussi. Et donc voilà, ça évolue très lentement. Ça évolue même, là, je prends ma casquette d'ambassadrice, on a eu accueilli le forum Génération Égalité en juillet dernier, et de manière historique, le sport a été inclus dans une des thématiques, avec, où on retrouve, là où on veut évoluer dans le sport, ça rejoint et j'allais, je pense que enfin voilà, vous allez, aussi vous retrouver sur 6 points. On est sur, la parité. Il y a pas de parité, ou très peu, et les jeux olympiques et paralympiques 2024 vont participer historiquement, il y aura la parité, entre des athlètes, l'égalité salariale, l'accès aux postes Mmh. à la gouvernance du sport, les rôles modèles, on en manque
on en manque terriblement. Les médias, on fait un gros travail en France, on se structure, on a le CSA qui est intervenu, on a la semaine sport, mais depuis à peine 5-6 ans on se mobilise. Les violences sexuelles, enfin, c'est une réalité, on a vu que c'était limite quand même aussi, à un moment donné, dans le documentaire qui illustrait ceci. Et l'accessibilité, peut-être que ça rejoint Sophie sur ce que vous allez pouvoir dire, mais en tout cas, on a mis en place des recommandations avec ONU, CIO et plein d'acteurs, que ce soit privé, public, organisations internationales, ONG, pour dire, voilà, c'est là-dessus qu'il faut travailler ensemble. L'appel de Paris, on y va, et c'est ce qu'on fait. Et effectivement, je rejoins pour conclure ce qui a pu être dit sur le fait que eh bien, ça va prendre du temps. Ça prend toujours du temps. C'est un gros s'améliore, paquebot mais qui navigue et qui vire tout doucement, ce gros paquebot. Mais on est en mouvement, donc c'est important. Parce que voilà, tant qu'on est en mouvement, on ne stagne pas ou on ne recule pas. J'allais ça dépend où, peut-être prendre la main par rapport effectivement à ce qui a été dit là par Laurence. Oui, oui, ce que Laurence citait en comptant joliment sur ses doigts, effectivement, c'est totalement transposable dans la vie en entreprise. Et pour d'abord répondre à votre question, Nathalie, moi, je pense quand même vraiment qu'il y a encore des choses à faire. Est-ce qu'elles doivent faire 2 fois plus ou moins de 2 fois plus ou éventuellement 10 fois plus? En tout cas, il y a quelque chose qui reste effectivement à faire. Et je confirme ce que dit Laurence, les chaînes essayent vraiment, les chaînes aujourd'hui, et grâce d'ailleurs à un travail du CSA devenu Arcom depuis, et grâce, Laurence, à des personnes comme vous et d'autres associations qui vont voir le CSA en leur disant « Attendez, on a besoin de vous pour que la société avance ». Et pour ça, les médias ont un rôle évidemment primordial à jouer. Et là aussi, c'est un peu long parce que c'est toujours pareil. Vous preniez l'image du paquebot que j'aime beaucoup aussi, Nathalie. C'est des changements de mentalité qu'on demande et les changements de mentalité sont longs. Mais moi, je préfère que ça prenne du temps et que ça s'ancre dans la durée. Moi, je préfère que ce soit par les usages, les mentalités que les changements arrivent et pas forcément par la loi. Moi, c'est bien qu'il y ait les lois, mais moi, je pense que tant que les lois ne seront pas suffisantes, c'est-à-dire tant que la prise de conscience n'est pas là, tant que ensemble, et c'est le terme que vous avez utilisé, Laurence, tant qu'ensemble, on ne fera pas, on ne mènera pas ce combat, j'ai pas peur d'utiliser des grands mots comme ça, et donc c'est privé, public, le domaine du sport, les médias, la culture au service de tout ça, ce qui nous rassemble aussi aujourd'hui. Tant qu'ensemble, on n'avance pas, moi j'ai quand même carrément envie de dire quand on n'avance pas dans ces domaines-là, c'est qu'on recule un peu. Donc il faut être vigilant au quotidien, on se le doit, on le doit aux futures générations. Il y a d'un côté préserver la planète, de l'autre côté c'est préserver tout ce que Laurence a dit globalement en le citant, je suis en phase avec ça. Et on le voit bien encore dans l'actualité. Bon, là, on est aujourd'hui le 25 mars, ce sera diffusé sur les réseaux sociaux après, mais voilà, avec ce qui se passe en Afghanistan, l'école et les jeunes femmes, on interdit cette école, enfin, l'accès à l'école. Il y a eu le collectif Sista qui a montré les questions qu'on pose aux femmes chefs d'entreprise et qu'on ne poserait pas forcément aux hommes. Et d'ailleurs, ça a donné de très bonnes interviews qui ont un peu fait sourire, mais c'est une réalité aussi. Il y a encore un regard à changer, un regard à modifier aussi pour tous. Et ça passe aussi par les médias. Hein. J'allais avoir un quota, mettre des chiffres 50-50. Peut-être que c'est pas logique. C'est OK, utilisons chacun, hommes et femmes, pour ce qu'ils ont, pour leur expérience, pour ce qui peuvent être inspirants pour les autres. Oui, mais il y a un vrai sujet là-dessus, Nathalie, parce que quand je disais que les lois ne suffisaient pas, je crois que j'ai cru remarquer que Laurence se demandait, en fait, bien sûr, il faut des lois, il faut une incitation à être paritaire. Après, il ne faut pas être paritaire juste pour être paritaire, parce que ça, à un moment, ça n'a pas de sens non plus. Mais il faut vraiment que les talents soient reconnus comme tels. Moi, je ne suis pas contre le fait qu'on booste un peu quand même. Moi, je ne suis pas contre le fait qu'on
qu'on s'encourage un peu à inviter plus de femmes dans les émissions, à ce qu'elles interviennent en tant qu'expertes dans des domaines où elles ne sont pas forcément attendues, c'est-à-dire loin des stéréotypes qu'on connaît et qu'on voit. Je pense qu'il y a parfois un moment où il faut peut-être un peu pousser davantage en espérant que les choses vont s'équilibrer tout seul. Je fais confiance quand même, pas tous les jours, mais quand même je fais confiance à la nature humaine en me disant poussons un peu, ça va s'équilibrer. Et puis, je voudrais juste dire aussi, Nathalie, merci de parler des filles en Afghanistan parce que là où on est, nous, il y a encore beaucoup à faire, mais quand même, on a beaucoup de chance. Mais il faut qu'on continue justement en espérant que ça serve d'exemple à d'autres endroits du monde où il y a tellement, tellement à faire. L'accès à l'éducation, c'est une base et c'est catastrophique comme les choses n'ont pas changé en 20 ans en Afghanistan, par exemple. Donc ça… je me permets parce que j'y ai passé, j'ai travaillé avec Play International, qui est aujourd'hui, d'ailleurs, le groupe SOS connaît bien Play. J'y ai passé dans le cadre de mon cursus ESSEC et en même temps, avec Play, on a fait une mission en 2005. Donc les talibans, ça fait 2 ans qu'ils étaient partis. On est en totale régression depuis qu'ils sont revenus. Tout ce qui a été fait en 20 ans a été détruit en l'espace de quelques mois. C'est pour ça que j'aime bien dire quand on n'avance pas, on recule. Et c'est très fragile en fait, c'est très significatif. C'est-à-dire que si politiquement il n'y a pas une impulsion, on en revient à des choses, on régresse effectivement. Alors, on revient à l'éducation et ça me permet de tendre le témoin à Sophie. Justement, Sophie, donc par rapport à cette, alors je vais dire école, mais donc école 42, où je disais c'est un accès à toutes et à tous sans obligation de diplôme. Est-ce que vous pouvez nous en dire plus? Et puis surtout, quelles problématiques vous rencontrez par rapport à cette formation? J'aimerais rebondir déjà sur ce qui a été dit et répondre à votre question, qui était la première question qui était posée à tout le monde, qui était est-ce qu'il faut en faire 2 fois plus? Moi, dans mon domaine, oui, en effet, il a fallu en faire 2 fois plus. Mais c'est un problème systémique, en fait. C'est parce que quand vous avez en fait un système dans lequel il y a des individus qui finissent par se coopter, par se ressembler, si vous mettez un individu qui ne leur ressemble pas, nécessairement, c'est une personne qui va devoir faire 2 fois plus ses preuves. Puisqu'il y a un truc un peu de nature humaine qui est justement, on a besoin, par légitimité, si on n'est qu'avec des gens qui nous ressemblent, ben, on se coopte, on se consolide. Donc si tout d'un coup, il y a une personne étrangère qui arrive, bah, elle a les mêmes compétences, les mêmes valeurs, oula, ça dénature un petit peu les miennes, par fondement, je veux dire. Donc oui, moi j'ai dû en faire 2 fois plus et ça ne me gênait pas du tout. J'avais une conformation comme ça, familiale en fait, où il fallait que j'en fasse 2 fois plus par rapport à mon père. Donc voilà, donc super, ça m'allait, jusqu'au moment où j'ai pris conscience que c'était complètement injuste et qu'on se retrouvait dans l'informatique avec que des nanas qui sont un peu des guerrières et pour combien de vocations avortées, parce que ces filles n'avaient pas ce tempérament-là. Ça, c'est pas normal. Et donc je pense que moi, au contraire, j'essaie d'être rapide sur… Il y a très peu de femmes en informatique, c'est un vrai problème, ça n'est pas par nature. Évidemment, les femmes ont exactement les mêmes compétences et possibilités que les hommes, c'est uniquement culturel. À Kuala Lumpur, il y a 60% de femmes qui sont dans les informaticiens, il y a 60% d'informaticiennes. C'est juste une bascule qui s'est opérée dans les années 80, nous sommes dans une société avec une division socio-sexuée, comme le disait très bien Jella, avec les femmes qui s'occupent des autres et la communication, et les hommes, tout ce qui est innovation technologique, abstraction, etc. Donc en fait, dans les années 80, tout d'un coup, l'ordinateur individuel arrive, il est donné par les familles aux garçons et on commence à créer cet univers geek. Et par capillarité, ça va être que des garçons qui sont donc vraiment le stéréotype du geek, des adolescents, blancs, plutôt maladroits en sport, maladroits avec les filles et complètement passionnés d'informatique et d'électronique. Et du coup, comme ça va faire cette communauté-là, on s'imagine maintenant qu'il faut ressembler à ça pour pouvoir être dans ce domaine-là. Et c'est dramatique parce qu'il y a une incidence sur notre vie. Je ne vais pas vous apprendre que tout se digitalise, que tous les domaines de la société sont en train de devenir informatisés et que donc les compétences en informatique sont extrêmement importantes, voire même l'informatique est en train de designer, de changer nos comportements à travers tout ce qu'on trouve dans les réseaux sociaux, nos habitudes, nos pensées. Donc, et c'est que des hommes qui travaillent là-dedans. Donc, non seulement c'est double peine, même triple peine, c'est que les femmes ne vont pas dans des métiers qui sont extrêmement bien payés, extrêmement valorisants, extrêmement intéressants pour des très mauvaises raisons, parce que c'est pas du tout ce qu'on croit en informatique. C'est pas comme ça dans le noir avec un truc cabalistique. Non, c'est beaucoup plus fun que ça. Et en plus de ça, ça freine l'économie numérique, mais surtout, ça fait qu'on arrive dans un monde où les choses sont designées par
une seule, peu importe que ce soit des hommes ou des femmes, mais en tout cas, une seule pensée un peu similaire. Et ça, c'est dramatique. Et pire que tout, faire croire à nos petites filles qu'elles ne sont pas douées pour l'informatique par nature. Projetez-vous dans 10-15 ans, quand tout va être digitalisé, quand pour tous les métiers qualifiés, il faudra avoir des compétences en informatique, on aura laissé de côté la moitié de l'humanité. Ça, c'est pas possible. Juste dernier tout petit point, il y a beaucoup de choses qui ont été faites à 42. On est passé de 14 à 33% de femmes. Dans ces choses-là, c'est pour revenir sur, oui, c'est bien que les choses changent par nature, et c'est vrai, tu as tout à fait raison, il faut inciter, ça ne peut pas être que du pouvoir et politique, mais le politique, et c'est quand même hyper important. Parce que regardez, le plafond de verre, l'étude qui a été faite, on est assez bien noté dans l'OCDE plus Corée plus Japon parce que à cause de la loi Copé-Zimmermann, parce qu'il y a 20 ans on était 10% de femmes dans les conseils d'administration et on en a 45 maintenant, et moi je le vois à 42. Si vous voulez j'en parlerai après parce que je ne veux pas me la parole et qu'il ne m'a pas encore parlé, donc je vais le passer, mais je vous expliquerai tout. Mais parmi les actions, il y a quand même une action qui correspond un peu à une histoire de quota, et si vous voulez je raconterai une blague après sur le pays parce que je suis sur la musique et un pays nordique qui a mis en place des quotas. Et en effet, si j'ouvrais la possibilité, 42 c'est une école gratuite, ouverte à tous, tu as un super diplôme après, tu as un super boulot, etc. Les hommes, pour eux, par nature, ils vont faire l'informatique. Si j'ouvre les piscines, ce qu'on appelle les périodes de sélection, il n'y a que des hommes. C'est-à-dire qu'il a fallu que je retienne des places, techniquement, pour les femmes, que je fasse des actions pour vraiment les inciter à venir. Oui, Et donc, c'est faire savoir aussi, du coup. c'est un choix politique, ça. C'est un vrai choix politique. Et si on ne le fait pas, eh ben, du coup. Mais donc, c'est les deux. Et en effet, c'est articuler les deux qui est très important. Merci pour cette passion partagée. Merci Sophie. Et puis voilà, donc on peut glisser vers William. On parlait du plafond de verre et certains freins. Justement, William, avec le programme Source, on fait péter les plafonds de verre et les différents freins. En tout cas, on essaye. Hein, c'est ça? Ouais, on essaye. Donc, en fait, déjà, merci de m'avoir invité. Donc, juste pour vous recadrer, peut-être si vous ne connaissez pas le programme Source, donc je travaille pour Creatis, qui est une structure du groupe SOS Culture. Et l'idée, c'est de faire des programmes d'accompagnement dans l'entrepreneuriat culturel et des médias liés aux valeurs du groupe. Et donc là, on a le programme Source, qui est un programme d'égalité femmes-hommes. Et donc, je rejoins un petit peu, effectivement, Sophie, puisque l'idée, c'est, en gros, le constat, c'est qu'il n'y a pas assez d'entrepreneuses en général. Et dans la culture et les médias, il y en a encore moins. Et donc, mathématiquement, pour augmenter le nombre d'entrepreneuses, on va faire que des promos de femmes. Mais ça ne veut pas dire que c'est un programme où les femmes restent entre elles, puisqu'en fait, l'idée, c'est pas de faire. Enfin, on parle du postulat, on ne croit pas qu'il y a un entrepreneuriat. J'aime pas quand on parle d'entrepreneuriat féminin, parce que ça veut dire qu'il y a un entrepreneuriat masculin, alors qu'en fait, il y a un entrepreneuriat des femmes et des hommes. Et les femmes ont des freins spécifiques à l'entrepreneuriat, ça c'est sûr, et c'est ça qu'il faut lever. Mais je ne crois pas à l'idée qu'en fait, il y a un entrepreneuriat féminin. Je déteste les trucs quand je vois la beauté d'entreprendre, des choses comme ça. Ça me hérisse le poil parce que l'idée, c'est qu'on veut construire des boîtes et créer de l'emploi et il y a des femmes et des hommes qui veulent le faire. Et donc, il n'y a pas besoin en fait de le maquiller ou de le déguiser sous certains dispositifs. Donc, on a mis en place le programme Source, qui est un programme d'accompagnement de 6 mois pour des entrepreneuses en culture média et qui ont besoin un peu d'être accélérées dans leur développement. Et donc, j'ai la chance de piloter ce programme avec d'autres programmes d'égalité. J'en ai un d'égalité des territoires, un de transition éco et un sur le spectacle vivant à venir. Et donc, dans le programme pour les femmes, je constate, moi, qu'il y a 3 freins et je trouve ça fascinant. C'est qu'on a initié ce programme parce qu'on avait plein d'hommes qui venaient nous voir avec des projets, mais des projets vraiment foireux et qui nous disaient: «C'est incroyable, moi, je vais révolutionner les médias, moi, je suis le prochain Elon Musk». Je suis genre: «OK». Et en fait, j'avais plein de femmes qui venaient me voir avec des business plans béton, des projets qui sont vraiment incroyables et qui me disent: «Bon, bah, j'ai ce truc, c'est pas ouf, mais j'espère peut-être un jour en faire». Et je dis: «Mais attendez, il y a un gros problème là. Comment ça se fait, en fait, que vous montez des trucs et que vous avez des idées à proposer qui sont vraiment canons et qu'en gros, vous vous dites: "Bon, bah, peut-être que ça va marcher", et que j'ai des mecs qui viennent avec des idées complètement foireuses et à qui, en plus, on va donner du fric, surtout. Bon, pas nous, hein, mais je veux dire, ils vont trouver des investisseurs parce qu'ils sont tellement convaincus par leur idée que du coup, on est en mode: «OK, bah, carrément, je suis convaincu par votre idée». Donc l'idée, c'était aussi de s'attaquer à ça. Et donc dans le programme, on a donc de l'accompagnement classique sur la finance, l'administration, structuration d'une entreprise, les statuts, enfin toutes les choses classiques. Mais on a mis un volet aussi sur, j'aime pas trop l'appeler volet genre parce que ça a rien à voir, parce moi j'y vais, enfin c'est hyper intéressant, c'est
c'est des choses qui sortent de l'entrepreneuriat, mais c'est des réflexions justement sur l'égalité, donc l'indépendance économique de la femme, pourquoi c'est important. On aborde des sujets sur pourquoi est-ce que les femmes au foyer pourraient être rémunérées, parce que c'est un travail. Puis surtout, ça fait une inégalité économique énorme si jamais elles se retrouvent divorcées à charge avec leurs enfants. Est-ce que le harcèlement moral a un genre? Parce qu'on le disait, on est dans une société patriarcale, mais on est aussi dans une société capitaliste. Et il y a des rapports de domination au travail. Et on me dit souvent, oui, mais elle manage comme un homme. Et je dis, mais moi, j'y crois absolument pas, parce qu'en en fait, elle manage et elle est dans un système où il y a des rapports de domination. Et donc, elle adopte des codes que les hommes adoptent, qu'ont déjà adoptés, mais que les femmes commencent à adopter aussi. Mais là où je les rejoins, c'est que je trouve que les femmes tombent plus vite et on s'attend d'elles à ce qu'elles soient irréprochables. Alors qu'en fait, c'est des personnes comme tout le monde. Donc, et c'est vrai que je trouve que le jugement est plus sévère si une femme a été reconnue comme harceleuse que si un homme a été reconnu comme harceleur, parce qu'on ne s'attend pas à ce qu'elle le soit. Et ça, j'essaye vraiment d'expliquer, moi, quand on a justement ces conversations autour qu'en fait, c'est du travail, que c'est des rapports de domination, que c'est du capitalisme, et qu'il y a quelque chose qui n'a rien à voir avec le genre, en fait, finalement. Et donc, j'essaye de dissocier un peu les deux pour qu'on puisse avancer. Mais ce qui est aussi fascinant, c'est que dans les interventions, Heu, c'est que parfois, même entre elles, elles sont pas d'accord. Et moi, je dis: «Mais c'est pas grave, en fait, on s'en fiche, en fait». L'idée, c'est qu'on avance et qu'on ait un espèce de labo de réflexion. Et parfois, je trouve, oui, il y en a qui sont très radicales, il y en a qui me disent: «Bon, j'aime pas trop parce qu'on fait des ateliers sur la déconstruction». Je dis: «Mais c'est pas grave, dites-leur, dites-le que vous aimez pas. Moi, c'est ça qui m'intéresse». Donc en fait, Et ça se construit en même temps. Le programme exactement, Source existe depuis combien de temps? il existe depuis l'année dernière. Ah Heu oui, tout Il jeune. existe depuis l'année dernière, tout jeune. Donc c'est quelque chose d'empirique. Donc il y a ça, pardon, il y a le frein un peu mental que je trouve très étonnant, et il y a le frein aussi de la parentalité qu'on essaie de prendre en charge dans le programme, notamment en mettant en place un système de crèche volante. Parce que moi, au début, j'avais sous-estimé, peut-être parce que je suis un homme d'ailleurs, l'importance que ça peut prendre, et que je n'ai pas d'enfant aussi, donc ça, c'est quelque chose auquel il faut vraiment, enfin, je me remets en question tout le temps. Mais c'est vrai que parfois, en fait, on ne peut pas venir pour se faire coacher, et cetera, parce qu'on doit s'occuper de ses enfants. Et donc, l'idée, c'est de mettre en place un système de crèche volante pour que les femmes qui ont des enfants et qui n'ont pas de système de garde puissent venir et déposer leurs enfants, et que c'est pas nous qui nous occupons d'eux, évidemment, C'est heureusement. super. Mais, mais bon, voilà, donc ça, c'est quelque chose qu'on va mettre en place. Et juste, je termine, pardon, parce que c'est vrai qu'on pourrait en parler des heures. Mais pour répondre à votre question, oui, je pense que les femmes doivent en faire 2 fois plus, notamment parce qu'en fait, elles sont face à un public où on attend d'elles 2 fois plus, mais aussi Mmh. parce qu'elles ont intégré, enfin, moi, je trouve, elles ont intégré parfois. Moi, quand j'ai commencé sur le programme Source, en fait, c'est quand on ne voit pas l'inégalité, on n'y croit pas. Et quand je voyais, en fait, des femmes me dire, des entrepreneuses me dire: «Ah bah», des choses qui me paraissaient évidentes, c'est là où je me suis dit: «C'est vrai qu'il y a un gros problème». Et c'est là où pourquoi moi je suis très fier enfin, j'ai beaucoup de chance de participer à ce programme, parce que, j'apprends beaucoup, et tous les hommes qui participent aussi, les coachs, les parrains, enfin tout, me disent: «C'est incroyable à quel point on apprend sur nous». Et je dis: «Mais c'est clair, parce qu'en fait, nous, on est dans notre ligne, et on se dit pas, en fait, qu'il y a toutes ces inégalités, parce qu'on se dit: «Ben, tout le monde est pareil». Enfin, je sais pas si vous voyez au quotidien, on se dit Ouais. pas, ben, quand elle va faire une négo salariale, on me dit: «Ben, est-ce que je peux mentir sur mon salaire pour essayer d'avoir un salaire plus élevé?» Je dis: «Bah, bien sûr, tout le monde fait ça». Et elles me disent: «Ben non, nous, on le fait pas». Et donc ça m'a un peu étonné. Enfin voilà, donc c'est juste pour vous dire, que, Mais bah, merci de formidable. l'inviter. Ouais, et Comme c'est un merci. combat, je suis d'accord, c'est Oui. un combat, mais un combat où on doit tous être impliqués, hein. Et on Mais et c'est on ça, et c'est fait aussi d'erreurs. pour cette raison qu'on vous a donné la parole tous là, tous les 4, parce que vous faites, comme je le disais en préambule, bouger les rangs, et merci en tout cas à tous les 4. Mais voilà, il y a des choses encore à faire, il faut, ça se construit, comme tu disais William, c'est empirique, ça se construit. Et justement, pour faire bouger les mentalités, pour faire bouger les rangs, vous mettez en place des actions, des initiatives. J'aimerais bien là, voilà, en quelques minutes, que vous nous partagiez vos initiatives. Alors, voilà, allez, Alors, par moi, je exemple, viens le faire avec oui, plaisir. Pardon, allez. parce qu'il y a un truc dont on parle pas souvent et où à un moment donné, Laurence, tu l'as dit. Donc, c'est un peu pareil, c'est toujours pareil. C'est dans un système, quand vous avez une majorité d'hommes, c'est quand même pas très agréable quand tu es une femme d'arriver dans un endroit où il y a une majorité d'hommes, parce qu'il y a des comportements qui se font. Tu prends un mec tout seul, c'est pas pareil que quand on a 15. Malheureusement, ça crée des comportements. Je pense que la première chose, en tout cas, moi, la première chose que j'ai faite en arrivant, c'était de faire en sorte que le lieu soit agréable pour les femmes, qu'elles n'y ressentent jamais aucun sexisme. Et pour ça, il faut
faut mettre en place des process, des sanctions, des règles. Et c'est vachement important. Et ça, c'était le premier truc que j'ai fait. Donc, mettre les règles sur Slack, je les banne moi-même carrément des garçons qui faisaient des blagues un tout petit peu limite, mais je les recevais après, un par un, seul pour leur parler, pour leur expliquer. En fait, c'était assez simple de leur expliquer pourquoi ça n'allait pas. Il y a aussi une adresse mail Social Report où toute personne de 42 peut me contacter. Et tout le monde sait que ça m'arrive à moi, donc à la direction directement, plus 2 autres personnes, pour tout ce qui est sexisme, racisme, homophobie, jeunisme, tous ces sujets-là. Et c'est très important qu'il y ait vraiment des process et des sanctions. Après, ça a été très simple, ça a été donc de faire en sorte que les lieux soient agréables. Donc, on a changé pas mal de choses dans les lieux, de faire que les femmes s'y sentent. C'est tout con, hein. Et mettre des toilettes pour les femmes où tu as des serviettes hygiéniques et des tampons gratuits. Ben, au moins, tu es une femme, tu te dis, ah d'accord, donc on a pensé à moi, j'ai ma place ici. Voilà. On a évidemment changé la communication interne, changé la communication externe, en mettant beaucoup plus de femmes, faisant venir des speakeuses, travailler avec les autres, pas être seule. Donc écosystème, Pôle emploi, plein d'associations qui militent pour la place des femmes. Et puis mettre en place des systèmes mécaniques. J'avais une toute petite parenthèse à vous dire tout à l'heure. Moi, je suis musicienne. Ma meilleure amie, elle est contrebassiste de jazz. Et dans le jazz, il y a très, très, très peu de femmes. En fait, il y a un des pays du Nord, je ne sais plus lequel, où ils ont carrément mis une loi en place pour faire que la scène musicale de jazz, c'était 50% de femmes, 50% d'hommes. Donc, du jour au lendemain, ceux qui s'occupaient de ça ont dû faire monter sur scène des personnes, et je ne dis même pas la scène, elles jouaient comme des patates, les filles. Mais parce qu'elles n'avaient pas été formées, tu vois, donc ça a vraiment fait que pendant 10 ans, donc ça a été loin, il y a eu vraiment un creux, mais en fait, à force d'avoir peut-être tout d'un coup des contrebassistes sur scène, des batteuses, des affiches avec des contrebassistes, etc., ben, peut-être il y a des papas qui se sont dit, tiens, ma fille, elle peut faire ça, des petites filles dans la rue qui se sont dit que, etc. Et petit à petit, voilà. Mais c'est dur à porter ça tout seul. Enfin, tu vois ce que je veux dire? Donc, c'est sûr que les quotas, c'est vraiment, comment dire, c'est un déficit du présent pour un meilleur futur. Mais c'est un vrai déficit du présent. Alors, Et ça, c'est... je suis d'accord avec ça et justement, je voulais rebondir là-dessus. Quand je parle de limite des lois, c'est que moi, je n'ai pas envie qu'on dise les filles sont au conseil les femmes sont au conseil d'administration parce que la loi est passée et on a pris n'importe qui la première venue et on l'a mise là pour faire de la présence. Non, mais c'est des choses qui peuvent s'entendre dans des entreprises ou à l'extérieur. Donc, c'est pour ça que je trouve que bien, mais c'est important ce que je disais, que moi je trouve ça intéressant de passer par un moment où il faut booster les choses pour qu'après les choses s'équilibrent. C'est ce que vous venez exactement d'expliquer. Le modèle à donner, alors ok, elles ne sont pas super bonnes quand elles jouent du jazz au début, mais ça va créer des vocations, ça va permettre à d'autres de s'imaginer, et ces autres-là, donc dans le futur, vont vraiment être à la place où elles sont. Ce qui ne veut pas dire que celles qui sont au conseil d'administration ne sont pas à leur place, hein. Je n'ai pas dit ça, j'ai dit c'est ce qu'on entend parce que c'est super facile de dire, bah oui, il y a une loi et on est obligé. Non, c'est pas ça. Et moi, ce que j'aime beaucoup aussi dans ce que vous avez dit, Sophie, c'est de prendre les gens et de leur expliquer. Quand il s'agit, par exemple, de sexisme ordinaire, moi, j'aime bien le rôle des médias. Ce que je dis souvent, c'est que notre rôle n'est pas de faire du storytelling, mais c'est du story feeling. C'est quand même l'avantage des médias, c'est de pouvoir jouer sur l'émotion des gens. Et moi, je crois fondamentalement qu'une personne qui comprend pourquoi ça ne se fait pas, cette blague-là, que ça n'a pas vraiment d'intérêt et qu'en plus, ça peut faire mal, ça peut vexer, euh, et bah, la personne peut s'arrêter à ce moment-là. Ce n'est pas une punition qui va forcément changer les choses, mais c'est bien pour moi la compréhension du fait que ça ne peut pas se faire et pourquoi ça ne peut pas se faire. Et c'est là où, du coup, je prends toute seule le relais, Nathalie, pour vous dire que nous, bien sûr, on est très, très conscient de notre responsabilité en tant que groupe de médias et on essaye, c'est long, comme toujours, beaucoup trop long, mais chez Canal+, il y a un comité qui s'appelle État Sœur, avec la créativité de Canal+, dans son intitulé qu'on reconnaît bien là, qui œuvre pour l'égalité entre les femmes et les hommes en interne, pour qu'il n'y ait plus d'écart salarial avec un vrai budget, mais aussi sur les écrans. Sur les écrans, voulant dire encore une fois, pas forcément une parité, mais voulant dire des filles dans des rôles où on ne les voit pas systématiquement. Moi, c'est bien d'avoir enfin, on a eu dans les années 80 une fille qui tournait la roue de la fortune. C'est pas ça qu'on veut. Aujourd'hui, on veut des filles expertes dans tous les domaines, y compris là où elles sont moins attendues et qu'on développe à l'école 42, par exemple. Donc, c'est ça, c'est aussi les éditions Nathan qui font des livres scolaires paritaires avec des représentations de filles et de garçons et aussi d'autres formes de diversité qui viennent former les plus jeunes parce que c'est très vite.
qu'il faut aller sur ces sujets-là de façon équilibrée. Voilà, on a un rôle majeur et qu'on prend dans la publicité, dans les livres, je l'ai dit, sur les antennes, parce qu'on sait qu'on peut inspirer de la même façon que le jazz a été inspirant pour les femmes dans le pays nordique que vous évoquiez. Les films, les séries qu'on voit vont inspirer, et notamment les plus jeunes, pour qu'on ne s'interdise rien. Moi, je veux rester une femme. Si j'avais des filles, je voudrais qu'elles restent des femmes, mais qu'elles puissent aller au bout de leurs rêves. Et ce n'est pas à quelqu'un d'autre de décider où est le bout de ce rêve-là. Ça leur appartient comme ça appartient à chacun de nous, en fait, à chacune et chacun. Merci beaucoup. Oui, William? Moi, je voudrais juste rebondir sur la question de parité, parce que je pense que c'est des choix conscients qu'il faut faire, mais c'est des exercices. C'est-à-dire que quand on construit des panels de jury ou quand on construit des promos, par exemple, on réalise, parfois je réalise, mais vraiment de manière subconsciente, qu'en fait, elles ressemblent aux personnes qui les ont organisées. C'est-à-dire qu'en fait, on fait appel aux gens qu'on connaît. Donc, on fait appel souvent et on se retrouve, mais même malgré nous, alors qu'on dit qu'on est féministe et totalement, on est engagé dans l'égalité femmes-hommes, évidemment, mais on se retrouve finalement avec des jurys que d'hommes blancs. Et on se dit, mais et donc je me dis, attendez, là, il y a un problème. Et on le remarque même pas jusqu'à ce que on pointe le doigt dessus. C'est-à-dire, parfois, moi, je travaille avec une équipe super qui me conçoit des maquettes pédagogiques avec une liste d'experts qui vient accompagner les femmes entrepreneuses, mais pas que. Il y a aussi des hommes dans d'autres programmes. Et je dis, bah, c'est génial, sauf qu'en fait, là, tu n'as que des hommes, tu n'as que des mecs blancs, et tu n'as que des mecs de 35 ans, 45 ans, 50 ans. C'est toujours la même chose. Et en fait, qu'est-ce que tu as fait? C'est que tu as fait appel aux gens qui sont comme toi. Donc, tu vas retourner et tu vas réessayer de trouver d'autres typologies de profils. Et c'est pas simple parce qu'on ne les connaît pas, parce qu'évidemment, on va vers des gens qui nous ressemblent. Et ensuite, ce qui est pas simple, c'est quand on demande. Moi, j'ai eu beaucoup de problèmes sur la première promotion d'un autre programme que je pilote. Quand on demande à des femmes de venir et de participer, souvent, ça prend beaucoup, beaucoup plus de temps à ce qu'elles disent oui, alors que les mecs me disent tous oui tout le temps. Ils me disent oui, oui, ok, pas de souci, mettez-le dans mon agenda. Et donc finalement, ce qui se passe, c'est que mécaniquement, j'ai plein d'hommes sur ma liste. Et donc, je me dis, bah, où sont les femmes? Parce que, et donc, c'est un travail à faire. C'est vraiment mais c'est un exercice conscient qu'il faut mener. Et c'est pour ça que je voulais juste dire que, effectivement, je comprends parfois les critiques sur l'affirmative action, mais en même temps, je ne les comprends pas parce que je me dis, mais si on ne le fait pas, en fait, on va juste rester dans le statu quo, quoi. Merci. Alors, l'heure tourne. Je vais donner la parole à Laurence aussi par rapport à Fight for Dignity. Voilà, j'expliquais effectivement que on passe par le corps pour permettre à ces femmes qui ont été victimes de violences de se reconnecter à l'estime de soi. Ça fait partie des initiatives. Oui. Se reconnecter à leur corps d'abord et puis Oui. par ce biais-là, retrouver l'estime de soi, confiance en soi. En passant par le sport. En passant par l'activité physique adaptée, et c'est une méthode que j'ai mis en place qui est très transversale avec d'autres, avec du yoga, sur le temps qu'elles s'accordent à se reconnecter à leur corps. Simplement, le constat aussi sur la spécificité, c'est qu'aujourd'hui, les violences, majoritairement, un tiers des femmes dans le monde ont été victimes de violences. Enfin, donc le constat aussi dans nos inégalités, c'est que voilà, si on le prend par ce biais-là, les femmes, ben voilà, c'est assez significatif. Quand on parle de violence, quand je parle de violence et pour rejoindre la notion de parité, parce que je voulais vous en toucher 2 mots, je me dis que c'est un continuum, c'est-à-dire qu'il ne s'agit pas de mettre que la parité, mais ça fait quand même aller plus vite. Ça fait aller plus vite. La loi, c'est important et c'est pas que la loi, il faut que ce soit accompagné de beaucoup d'autres choses, d'autres initiatives. Mais voilà, moi, quand je parle de ce constat-là, je me dis qu'inégalité, il y a. Sororité nécessaire aussi, parce que si on parle de la sororité, les amis, là, c'est pareil, on a un vrai problème. On a un vrai problème. Alors, Pourquoi? parce qu'en fait, on se rend compte qu'entre femmes, on n'est pas la fraternité, ça fonctionne très bien. La sororité, beaucoup moins. Voilà, c'est peut-être parce qu'on n'a pas l'habitude, mais le constat que je fais, c'est que voilà, peut-être que là aussi, c'est un axe important. Merci de l'avoir dit, Laurence. J'y Ah. pensais, mais j'aurais pas forcément osé. Donc, merci. Si, et je crois qu'on n'a pas le temps. Et moi, j'aurais pu parler d'en effet. J'ai une copine qui disait il y a une place en enfer spécial pour les femmes qui n'aident pas les autres femmes. Ah. Mais
Mais bon, totalement. Ça en pourrait fait, donner c'est un effectivement problème. l'idée Mais après, d'un faut nouveau être sûr débat. que c'est Ouais. vraiment un problème systémique, en fait, qui fait que c'est pas facile, parce que la caste dominante, c'est hyper simple d'être fraternel quand tu es dans la caste dominante. Mais quand tu es en dessous, en fait, tu as plein de stratégies qui ne sont pas nécessairement de se coopter et d'être ensemble, puisque tu es dominé. Donc, tu as beaucoup de stratégies, en plus d'adaptation, en fait, des codes de la classe dominante, et particulièrement celles qui sont arrivées en général, sont pas les plus sympas, parce qu'elles ont réussi, si tu veux. Donc, elles sont pas les plus à aider. Ça change, je trouve. Ça Alors, change, Ouais, mais on mais vient et en, quand même de c'est ça. très juste. et en Ouais. plus, on leur dit que c'est des hommes. C'est ça qui est fou. C'est ça C'est ça, oui, Exactement, c'est clair. Oui. exactement, exactement. Mhm. Bon, Vous avez résumé Pardon, en 2 minutes pardon. un des gros problèmes de Mais cette en tout cas, histoire. merci parce que ça pourra faire l'objet d'un nouveau débat, d'une nouvelle table ronde. Et justement, là, il est 11h29. On va devoir bientôt clore notre table ronde. Enfin, on serait bien resté encore longtemps pour échanger, mais je me nourris de tout ce que vous venez d'échanger aussi. J'espère en tout cas que ceux qui auront l'opportunité et la curiosité de nous rejoindre, eh bien, pourront ressentir la même chose. Pour terminer, un tour de table avec votre actualité. Alors, ça peut être quelque chose que vous avez envie de nous partager sur une action que vous mettez en place par rapport à vos activités respectives. Donc, allez, William, je commence. Honneur aux hommes. Ça marche. Bah, déjà, merci beaucoup de m'avoir invité. Et c'est vrai qu'on pourrait en parler vraiment des heures. Mais je vous invite également, si vous voulez venir dans le cadre du programme Source, échanger avec les entrepreneuses. Vous êtes évidemment les bienvenus. Nous, enfin, on a la chance de pouvoir lancer le programme Source à Marseille, parce que ce que je n'ai pas dit, c'est que le programme, là, il est réservé aux femmes d'Île-de-France. Il est financé par le Fonds social européen. Et du coup, on a la chance de pouvoir le lancer dans une autre région. Donc, on va le lancer Ça à commence quand, Marseille. Marseille? Marseille, l'appel à projet sera fin juin et le programme commencera en octobre. Et là, pour le coup, c'est le ministère de la Cohésion des Territoires qui nous soutient et on va aider, en lien avec mes partenaires du groupe SOS à Action internationale, 70 femmes dans les quartiers prioritaires de la ville de Marseille et de la région PACA par an. Voilà. Ouais, super. Bon, ben, en tout cas, on a échangé avant et tu peux compter sur moi du côté de Marseille parce que j'habite pas très loin maintenant. Et je suis vraiment très, très partante. Bravo. Merci. Alors, Sophie. Alors moi, je vais juste vous demander de semer la bonne parole. Vous avez des femmes, des cousines, des mamans, peu importe l'âge, des personnes qui peut-être ne savent pas quoi faire, dites-leur l'informatique, c'est possible. Parce que vraiment, on a un paravent devant qui nous obstrue vraiment ce paysage qui est génial derrière. C'est pas ce qu'on croit, c'est accessible, c'est intéressant, c'est fantastique, c'est hyper bien payé. Et il faut qu'on ait des femmes à la tête de ces sujets-là. Donc moi, tout ce que je vous demande, c'est s'il vous plaît, si autour de vous, vous pouvez continuer à porter la bonne parole et dire à des filles, à des femmes, l'informatique, c'est possible. Ose, va voir. Très bien. Merci, Sophie. Et on ira porter ça. Laurence? Oui, alors je vous conseille, alors parce que j'ai peu le temps de parler de Fight for Dignity, il y a un documentaire, j'ai été suivie avant de prendre mes fonctions au Quai d'Orsay par Indensari et Novoprod, une jeune boîte de production pendant 1 an. Et elles ont fait Ind a fait un documentaire sur tout ce qu'on fait avec Fight for Dignity, des débuts en tout cas. Ça s'appelle Fight For, vous pouvez être sur YouTube, vous faites Novoprod, Fight For, karaté, et voilà, vous verrez tout le dispositif sur le volet national. Et voilà, vous dire, voilà, merci pour l'invitation et qu'on peut aussi faire du sport de très haut niveau pour potentiellement être stigmatisé, mais réussir. Et merci de m'avoir donné la parole parce que c'est aussi important de partager, de prendre la parole et d'inspirer d'autres femmes et hommes. Merci. Merci beaucoup. Merci. Allez, je passe le témoin à Jalé. Alors, l'actualité que j'ai envie de partager avec vous, vous concerne un peu chacune et chacun. C'est Envie d'agir, comme Nathalie l'a dit en préambule, sur C8, qui est une émission citoyenne que je porte et que je présente. Et je suis très fière que notre groupe puisse aussi proposer ce type de contenu. Envie d'agir, comme j'aime à le dire, c'est l'émission qui met en lumière les femmes et les hommes qui s'engagent pour que le monde tourne dans le bon sens. Et j'ai essayé d'être paritaire en me disant: «Il faut que la parole soit vraiment donnée à tout le monde». Il y a un tout petit peu plus de femmes, à vrai dire, dans les invités jusque-là. Je crois que c'est du 58 pour les femmes, mais c'est bien, ça équilibre là où il y en a parfois un peu moins. Et en fait, vous pourriez tous venir et être invités si vous l'acceptiez, parce que je trouve que tout ce que vous avez dit, bah, ça porte, ça fait bouger le monde dans le bon sens, et donc voilà, j'espère qu'on prendra rendez-vous aussi, dans les prochains numéros pour que vous veniez parler,
de Fight for Dignity, pour l'école 42 qui est ouvert à tous, pour votre programme, William, je regrette que vous n'ayez pas existé quand mes enfants étaient petits, par exemple. Mais voilà, je pense que chacun de vous pourrait être là. Merci d'y aller, merci beaucoup. Carrément. Avec grand plaisir. Ouais, ben moi, je vais dire un merci général. Merci pour votre bienveillance, votre écoute et vos partages d'expérience. Très nourrissant, très inspirant. J'ai mon cœur qui fait boum boum. Je suis très très contente. Je ressens beaucoup. Je suis quelqu'un avec plein d'émotions et là j'en ai beaucoup. Donc j'espère en tout cas que ceux qui nous ont suivis ressentent aussi. Rendez-vous donc pour ce festival Cinéma for Change du 5 au 10 avril à Paris. Comme je le disais, Pathé Opéra et Grand Rex du 5 au 10. Et puis sur Dailymotion et YouTube, vous retrouvez toutes les informations sur cinemaforchange.org ainsi que les informations, les renseignements sur nos invités si vous souhaitez les contacter. Voilà, vous aurez toutes ces informations-là. Merci encore de nous avoir suivis et merci à nos 4 invités. Et puis, plein de belles choses pour vous pour la suite. Merci, au revoir. Merci. Au revoir. Au revoir. Au revoir.